automatiquement on les signe en édition, on les signe en production, on les signe en tournée. Sinon, tu t'en sors pas d'un point de vue économique. Putain, je viens de regarder la caméra comme... Tu vois, je fais des phases de journaliste télé. Moi, niveau musique, par exemple. Direct. Oui. Tyler en deuxième. Tyler en deuxième. Voilà. Toi, t'as mis Drake. Ah, en dernier. Bah, mais même pour le personnage, gros. Non, tu vois, tout ça. Non, ok, discussion, etc., oui. Mais je veux dire, artistiquement parlant. La culture, frérot. Non, imagine, ok. C'est une bonne... Mais je suis même pas sûr Non. qu'il est intéressant, ce gars, gros. Moi, je repose. Yes. On est de nouveau là. De nouveau dans les On commence toujours comme ça. On dit toujours, on est de nouveau là, comme si. On partait, Voilà, on revenait, exact. on partait. Mais c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu On part, on revient. Il y a 2 épisodes en attente. Donc, en fait, on ne sait pas à quel moment ça va sortir. Donc, exact. disons que c'est la rentrée. C'est la rentrée 2026. Voilà. Comme ça, on va dire. On a une rentrée 2026 avec un invité de marque. On peut dire. Ouais, Carrément de marque. oui, d'office de marque. Parce que, voilà, on s'est côtoyé. Tu as fait beaucoup de choses. Donc, oui, quand même, par respect, on va dire de marque. Donc, Mike. Uniquement par respect, sinon. Sinon, non. Je prends. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, Michael Tosh, Mike Tosh, pour les intimes. J'aime toujours dire un peu comment on se rencontre. La première fois que je te vois, je pense que je fais mon stage chez Energy Ah oui. et on présente l'album Point G. Ouais. T'es avec Gandhi, Six, me rappelle. Imani, et vous présentez le Point G avec Wendy. Ouais. Et moi, je suis stagiaire pour le Total R&B, enfin, pour toute la radio Énergie, mais en particulier Total R&B. C'était Total R&B. Ouais. Et je trouvais que c'était super intéressant parce que je devais faire Je voulais encore intégrer la matrice à cette époque. toujours. Tu vois, c'était vraiment ce truc, absolument être dans le réseau, les médias. C'était incroyable. Le job était, en tant que stagiaire, c'était incroyable. Toi, t'avais Après, je devais faire la critique du Point G. Ah oui. Et c'était une très bonne année rap. En plus, je me rappelle, je pense que c'était 2010. C'est 2010 ou 2009? Non, c'est avant. Non, 2010. Ah, t'as peut-être raison. 2010, hein? Je sais plus. Ouais. Franchement, je sais plus. Mais tu faisais des critiques. Je faisais des On te critiques laissait pour... faire. En fait, en amont, je faisais des critiques pour Wendy. Et elle regardait mes critiques. Ah, Elle ok. posait... Et je faisais des questions en même temps. Tu vois, donc je faisais les C'est critiques. 2010, je crois. Voilà. Je faisais que par titre, je faisais une critique. Et je mettais une question. Elle pouvait la prendre ou elle-même avoir ses propres questions. Et voilà, quoi. J'ai fait ça pour la B2C, qui avait aussi sorti un projet, je crois, en 2009 ou en 2010 aussi, dans ces eaux-là. Voilà. Une fois, c'est mon gars, là, mais je l'aime bien. Ah, voilà, tu vois. Et donc, c'est là que je me suis dit, waouh, c'est incroyable, parce que vous aviez expliqué à fond le job de ingé son, toute la créativité Réal. derrière, toute la réal. Vraiment, C'était t'avais incroyable. vraiment créé tout un univers autour de l'album, ouais. Voilà. Puis après, voilà. Et on s'est vu des années plus tard dans des studios où c'est devenu la maison mère, Art Musique. Et on a suivi les carrières. Les hauts et les bas. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Toute une ère dont beaucoup s'en souviendront quand ils regarderont le podcast. Non, parce qu'il commence à y avoir un sacré vent de nostalgie autour de cette ère. On me dit de plus en plus, putain, c'était pas ça. Incroyable. Même lui est venu. Bah oui, non, il est c'est passé vrai. au studio. C'est vrai, nous on s'est jamais croisés, mais du coup, moi quand même, j'étais dans je dirais pas cet écosystème, mais j'ai visité les studios, j'ai fréquenté les gens qui fréquentaient ces studios-là, tu Ouais. vois. Donc du coup, il y avait ce truc à BX à l'époque où D'une grande famille qui se une côtoyait. petite aura comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Mais le temps passe, on devient plus vieux. Oui. Mais ça n'empêche que voilà, les projets continuent, quoi. Donc ça qui est cool. Et moi, pour la petite histoire, donc c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés. Là où j'ai appris toute l'histoire justement de Art Musique, etc., c'est l'interview que tu as fait avec Slee, Big Manager. Et donc du coup, c'est là où j'ai appris toutes les histoires, quelques histoires, les petites anecdotes, les péripéties, tous les trucs comme ça. Ouais. Et donc ouais, moi la seule histoire que j'ai connue depuis le début, c'était l'histoire de JP, de Jali. Ouais. Donc comment ça s'est passé pour lui, etc. Et c'était intéressant comme histoire. Mais par contre, par rapport à ça, il y a plein d'autres trucs qui étaient encore plus intéressants. C'est l'histoire d'aujourd'hui, ce que tu fais par rapport à la nouvelle structure. Ouais. Et je vais directement te rentrer dans les plats. Tu peux, vas-y, les Avec ma première question. Ouais, vas-y. Tu vois, tu avais expliqué, voilà, c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle façon de faire, et tu avais expliqué que c'était très différent dans la temporalité des artistes. C'est-à-dire que vous accompagnez les artistes, et puis après, vous les laissez faire leur truc. Exact. Ma première question, c'est, tu vois, par rapport au label, on va dire, traditionnel, au moment où l'artiste est développé, c'est là où il y a les thunes qui commencent à rentrer, on va dire.
Si tu réussis ton développement. Ouais, si tu réussis. Oui. Bah, on suppose que. Parfois, tu dépenses souvent plus d'argent que tu en gagnes. Hein. Ouais. Après, il faut pour ça. C'est ce qui fait la magie du développement. C'est-à-dire que dans le développement, t'es vraiment. Il y avait un podcast, je crois que c'était chez Driver, où ils interviewaient DJ Core. Il disait, j'aimais beaucoup l'analogie, on est des chercheurs d'or. Et c'est vrai. C'est-à-dire que tous les jours, si tu vas pas au bord de la rivière avec ton tamis pour essayer de trouver la pépite, tu n'y arrives pas. Et donc, je pense que même dans la recherche de profil artistique, c'est un boulot de fou parce que c'est dur de trouver l'artiste qui va faire la différence dans un catalogue. Ouais. Donc souvent, tu perds plus d'argent que tu en gagnes. Mais effectivement, le développement, le but, c'est ça. C'est d'un moment donné réussir à avoir une bascule économique parce que sinon, on fait du bénévolat. Quoi. Ouais, non, d'office. Ouais. Mais vous, à ce moment-là, vous laissez partir l'artiste, justement. Ou j'ai mal compris. Oui, alors en fait, c'est que, tu sais, les contrats d'artistes de base, généralement, c'est un album, 2 options. Donc, tu vois, tu signes généralement pour 3 albums un artiste, sinon tu n'as aucun intérêt à le développer. Parce que déjà, de toute façon, ça va être très rare que sur un premier album, tu trouves le succès. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Surtout si tu signes des artistes sur lesquels tu te dis que tu peux construire une carrière, tu vois. Ouais. Généralement, les artistes qui pètent au premier album, alors, par exemple, une Weshden, qui expose au premier album grâce à un contexte à ce moment-là qui est un peu particulier. C'est la période de Covid, les gens sont enfermés chez eux, il y a l'effet TikTok. Bon, bref, il y a tous ces trucs-là qui se mettent bout à bout, qui font que ce titre, qui est leur première chanson en plus en studio, devient un énorme hit. Et puis derrière, l'album fonctionne un peu grâce au hit, etc. Bon, bref. Mais tu peux déjà sentir à ce moment-là, tu te doutes que la suite va être compliquée. Et donc là, aujourd'hui, elle essaye de se réinventer, etc. Elle arrive pas à trouver le public. Donc souvent, quand ça va très vite et qu'il y a un gros succès tout de suite, tu vas avoir plus de difficultés à faire durer ce succès. Donc souvent, dans un développement, tu construis album par album. Donc en vrai, ta vraie bascule économique, si tu arrives à faire péter ton artiste, ce qui est rare, tu l'as fait sur le 3e album. Par contre, nous, ce qu'on a accepté, c'est qu'en fait, le truc, c'est qu'on est un label indépendant. On ne pourra pas le changer. Donc ça veut dire que demain, on peut avoir les partenaires qu'on veut. Et dans notre cas, en plus, on a des partenaires solides qui sont carrément au capital du label, ce qui est une évolution par rapport à mon label précédent et qui était vraiment... un souhait de faire des modèles différents en ayant compris toutes les failles du modèle précédent. Ouais, donc tout ce que tu fais maintenant, c'est une contre-réaction à toutes les failles du modèle précédent. Okay. Et que je continue à améliorer de jour en jour. Parce que déjà, tu sais, moi, je monte mon premier label, j'ai 29 ans, tu vois. Et donc... Égo fragile, forcément. Toi, t'es jeune, t'as plein de trucs à prouver. Tu le fais parfois plus pour prouver des choses que pour les bonnes raisons. T'as ce truc de te dire, putain, je veux faire le braco, je veux faire le braco. Bon, bref, tu fais tout pour les mauvaises raisons. Et en plus, tu comprends pas vraiment ce que tu fais, tu vois. Et en fait, c'est vrai que avoir fait ça pendant 12 ans ensuite, ça m'a appris ce métier. Dans le dur, sur le terrain, dans les échecs, les pertes financières, les pertes d'énergie parfois, les pertes de relations parfois en chemin, etc. Ouais. Et donc, tu ressors de ça, tu ressors forcément en ayant appris énormément, en ayant grandi, et en fait, en fonction de ton cœur, et après, je juge pas les cœurs des gens, mais en fonction du type de cœur que tu vas avoir, t'en ressors avec un ego un peu plus braqué, où tu t'éloignes des gens, tu te dis, ah, tous des mauvais, machin, ou alors tu t'essaies d'être humble et de te dire, bon, qu'est-ce qui s'est mal passé, de faire le bilan, de voir si tu auras la force d'y retourner en essayant de reconstruire autre chose et de reconstruire quelque chose. Donc c'est quand même, ça c'est repartir pour un marathon et un truc qui demande une énergie folle. Bref, donc il y a toutes ces questions-là et en vrai, si tu y retournes, bah déjà, c'est que tu te dis que tu y crois et que tu vas y remettre beaucoup d'énergie, mais donc il y a quand même intérêt à le faire en ayant tiré les bonnes leçons d'humilité sur le parcours précédent. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ok. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Donc tous les jours, en fait, contrairement à avant, j'essaie de me réveiller tous les jours en me disant qu'est-ce que je peux faire. J'essaie de m'endormir et de me réveiller en améliorant ce que j'ai fait la veille. Okay. J'essaie vraiment. Et donc on change tout le temps le modèle. Le modèle bouge tout le temps. Ok. Tu vois. Ça convient aux artistes ? Ou c'est pas forcément les artistes, c'est plus la structure ? Alors c'est pas. Si, forcément, ça impacte les artistes. Je pense que t'es obligé pour rassurer un artiste, parce que donc forcément un artiste il joue sa vie, déjà ça il faut le concevoir, donc déjà quand tu crois que t'es d'égal à égal avec un artiste en tant qu'accompagnateur, t'es déjà un abruti. Parce qu'en fait un artiste joue sa vie, quoi, on le sait. Et donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a raté le coche, il a raté le coche. Toi, quand t'es un exécutif de la musique, tu peux en signer 6-7. Tu vois, j'ai eu moi la chance. Sur un autre. Bah oui. Ouais. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours. C'est une chance que j'ai. Et c'est peut-être la seule arrogance que j'exprimerai ici, mais que j'assume parce qu'il faut être fier de ses qualités. C'est que je sais que moi, je suis capable de reconnaître des profils artistiques à haut potentiel. Et je suis capable de les accompagner. Et donc, j'ai pas réussi ces projets qu'une seule l'arrogant. Non mais c'est vrai, tu vois. Et donc je sais que demain je peux encore briquer comme ça si je le fais correctement avec la bonne intelligence, la bonne humilité, les bons outils, 3, 4, 5 fois. Un artiste non.
Tu vois, un artiste, une fois qu'il a loupé le coche, il a loupé le coche. Parlons même pas des femmes artistes. Ça veut dire que dès le moment où tu as passé les 30 ans, on te regarde presque comme une ancêtre gériatrique. Tu vois, non, mais c'est terrifiant, tu vois. T'as 30, on va te dire, elle a quel âge, 32 ans? Ouais, bien sûr. T'entends même plus les chansons, la musique et la beauté de la meuf, tu vois. Bon, bref. Donc... Mais là, c'est la réflexion du fait que, voilà, il faut 3 albums pour... Oui, et donc, ce que je voulais dire, c'est que donc, nous, en tant que label indépendant, il y a 2 fils. Ouais, t'as vu, je m'égare souvent. Hein. T'es un tueur de me redonner la boussole. Tant qu'il y a des anecdotes et qui agrémentent, nous on prend. Hein. Toi, t'inquiète. Nous, on a compris on a compris parce que mes partenaires aussi, avec humilité, qu'à un moment donné, notre rôle, c'est de développer des artistes. Les majors ne le font pas. Okay. Par contre, une fois qu'on a fait péter un artiste, toutes les majors du monde vont débarquer avec les plus beaux deals de la Terre. Okay. Et vont proposer des trucs en millions d'euros en disant « Mais prends ton autonomie, tu es fabuleux, tu mérites... » Et en fait, on va tout leur donner. Ah, en fait, joues là-dessus, ok. Non, je joue pas là-dessus. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, prétendre vouloir se mettre en face et garder l'artiste, c'est complètement déraisonnable. En fait, à un moment donné, on doit accepter que nous, notre rôle, c'est ce développement-là. Que de toute façon, on est dans une époque fabuleuse, c'était pas le cas il y a 10-15 ans, grâce au streaming, où l'effet longue traîne est énorme. C'est-à-dire que les 3 albums que tu vas faire avec ton artiste, si derrière ils continuent à avoir du succès, etc., ils vont toujours générer du stream et de l'économie. Et toi, tu restes propriétaire, entre guillemets, ou en tout cas, si pas propriétaire, partenaire de l'économie de tout ça. Et donc, tu continues à avoir du flux. Donc, en fait, tu es quand même gagnant dans le fait que la carrière continue. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, un disque physique se vendait plus, il se vendait plus. Tu te retrouvais limite dans des bacs best-of, tu vois. Belle époque. Maintenant, tu découvres l'artiste, tu vas réécouter ses disques, etc. Donc, et donc, on doit accepter que on fait un chemin avec l'artiste, où à un moment donné, il va prendre son autonomie. On serait fou de vouloir le préserver dans une dynamique où il est produit. S'il a trouvé succès, c'est normal qu'il aurait trouvé son autonomie. Si on a la chance qu'un artiste, et nous, pour te dire, on crée des relations tellement belles avec nos artistes pour l'instant, on a des artistes qui nous disent, mais nous, même si ça pète, on reste avec vous. Je dis, les gars, ça fait 8 mois qu'on travaille ensemble. Attendons un peu. Attendons un peu. Dans 2-3 ans, les choses bougent. Donc tu vois... Dame, il a dit 9 de à la vie, à la mort, et quelques mois plus tard, c'est normal. C'est normal. Et donc il faut accepter ça avec humilité. Et si tu as la chance... Moi, en fait, mon souhait aujourd'hui, ce que je trouve déjà miraculeux, c'est être capable, le jour où ça se passe, de se prendre dans les bras, de se dire merci. Bravo. Et de continuer à être dans le public ou en backstage avec ton artiste. Inch'Allah, tu vois. Incroyable. Pour moi, c'est ça une réussite. Mais c'est pas de se dire, je vais le garder. Et moi, avant, c'était ça. Je pouvais être, tu vois. Ou alors, t'as un artiste, à un moment donné, la relation ne fonctionne plus. Il est malheureux. Ou il est ingrat, ça arrive. Hein. Il y a beaucoup d'artistes ingrats pour les raisons qu'on a dit, c'est-à-dire qu'ils jouent leur vie. Faut pas demander à quelqu'un qui joue sa vie quand toi, t'es dans une position plus confortable de la gratitude. Tu vois. C'est pas son sujet. Donc, l'artiste veut partir. Eh ben, sous prétexte de contrat, dire tu t'iras nulle part, Coco, on doit aller au bout d'un truc, c'est complètement stupide. À un moment donné, quand la relation elle est brisée, faut s'asseoir et voir comment. Alors, si t'as investi 50 000 €, t'es pas une ASB, pardon, une maison de jeunes, t'es pas là pour faire du mécénat. Donc, il faut trouver un arrangement, dire écoute, oui, mais à partir du moment où tu vas générer des sous, ce serait bien que nous on recoupe. Ça reste du business, voilà, ce qu'on a investi. Peut-être un petit pourcentage que tu généreras sur le prochain projet, si pas en tout cas recouper ce qu'on a investi, et bonne route. Et restons bons amis, et restons en bon terme. Moi aujourd'hui c'est ça ma mission. Tu vois, c'est d'accompagner les artistes mieux et de trouver les meilleures solutions pour que la relation reste harmonieuse. Voilà. Et donc c'est pour ça que notre modèle c'est ça. Vous les bookez aussi les artistes? Alors, on est en train de développer des projets par rapport à ça. Donc, c'est vrai que quand on signe les artistes, forcément, comme on fait du développement, on les signe en édition, on les signe en production, on les signe en tournée. Sinon, tu t'en sors pas d'un point de vue économique. Putain, je viens de regarder la caméra comme, tu vois, je fais des phases de journaliste télé. Donc, on signe sur les 3. Ça montre le malaise de dire on signe sur les 3. Bon, quand même. Mais c'est le jeu. En fait, à un moment donné, le problème, c'est que quand tu fais du développement, encore une fois, si à un moment donné, tu te positionnes pas partout, tu peux pas maximiser l'économie et te dire là je vais pousser un peu plus d'investissement parce que là on sent qu'il se passe quelque chose et que ça va tirer les 2 autres pôles qui génèrent un peu. En fait, il faut vraiment être au contrôle du truc quand c'est sur de l'artisanat comme le développement. Et parfois quand tu splits et que tu dis il y a un éditeur pour l'artiste en développement, nous on est les producteurs, il y a un tourneur, ça va être plus laborieux qu'autre chose de remuer les dynamiques pour la période de développement. Ça a du sens évidemment quand l'artiste est plus gros. Mais après, il y a plein de frictions. C'est vrai que oui, bon, développement, il y a plein de frictions si tu mets un tourneur d'un côté, un éditeur d'un côté. Oui, mais c'est pas censé être des frictions parce que tu vois, au bout d'un moment.
Alors quand t'es jeune, encore une fois, moi, tu sais, moi j'arrivais à l'époque, j'étais en mode, mais ils bossent tous mal, on va faire mieux qu'eux, ils sont tous nazes. T'arrives là et tu vois des anciens qui te regardent, l'air de dire, tu verras. Ouais, mon grand, on se reparle dans quelques années, on va voir si tu seras encore là. Et en fait, oui, tu comprends en fait que là, moi, aujourd'hui, tu me verras jamais chier dans les godasses d'un mec qui se bat et qui développe des artistes, que ce soit en tournée, en édition, et même s'il a depuis 20 ans, 30 ans, et qu'il est un peu en décalage dans sa manière de faire avec la manière que moi j'ai de projeter et de voir. Dès le moment où quelqu'un, de toute façon, consacre sa vie à ça, il mérite le respect. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment des métiers difficiles. Et alors, il y a cette espèce de fantasme des requins, etc., machin. Tu vois, moi, on pourrait me targuer de requin. Et franchement, sincèrement, je le prends presque comme un compliment. Parce que ça veut dire que si t'es quelqu'un d'investi et d'engagé et qui se bat dans ce métier, ça montre déjà que t'es légitime d'être là. Parce qu'en fait, il faut être des gens avec un fort tempérament et avec le cuir solide pour traverser la réalité de ce que c'est d'être un accompagnateur de talent sur la durée. Mais après, si je comprends bien, est-ce que ça se compare aux States, on appelle ça les 360 deals, là? Oui, c'est ça. C'est ça? Bien sûr. Ouais. Parce que justement, comment dire, l'image qu'on donnait au label qui faisait des 360 deals, c'était genre, tu manges sur tout. L'artiste, il peut pas vivre, c'est chaud. Mais si, parce que l'artiste mange avec. En fait, on se fait des clichés. C'est-à-dire que, par exemple, un contrat de tournée d'un artiste en développement de base, donc le fondamental, c'est que sur les bénéfices de la tournée, l'artiste a 60%, le tourneur 40%. Où est-ce qu'il mange pas? En fait, dès le moment où il y a de l'argent, en fait, le souci, c'est quoi? Quand on dit l'artiste, il mange pas, en fait, il y a trop de méconnaissance des réalités de ce métier, et donc les gens se font des fantasmes parce qu'il y a des raccourcis et des résumés quand on explique les réalités d'un artiste qui mange pas. Ouais. Mais en fait, généralement, quand un artiste ne mange pas, c'est qu'il n'y a pas de quoi manger. Tout simplement. Mais bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Mais bien sûr, parce que... Alors oui, les contrats d'artistes sont parfois un peu rudes, c'est des pourcentages assez... toi, ça va aller entre 10 et 15%. Donc là, je peux entendre que ça peut être sujet à débat. Nous, on a plutôt tendance sur le streaming à être sur des contrats à 15%. Mais en même temps, donc, on investit tout, frérot. Donc ça veut dire qu'on investit tout, on prend tous les risques. Quoi qu'il arrive, l'artiste gagne ça sur tout ce qui est généré, le chiffre d'affaires, hein, pas les bénéfices. Tu vois. On paye tout, les clips, le marketing, la promo, les avances, les machins. Il y a un moment, on n'est pas Mère Teresa. Et à côté de ça, donc les éditions, donc à la part éditoriale qui est définie par la loi que nous on définit pas, qui est la moitié des droits générés, l'artiste touche l'autre moitié, les auteurs-compositeurs, touchent l'autre moitié. Et sur la tournée, il va être à 60%, nous, en tant que tourneur, à 40%. Dès le moment où il va tourner et générer de l'argent, et à côté de ça, il touche ses cachets. Donc à chaque concert, il touche ses cachets. Et en plus de ça, sur le bénéfice, il a 60% des bénéfices, s'il bénéficie. Ah, donc les cachets, c'est indépendant. Okay. Par contre, sur un artiste en développement, généralement, les cachets sont bas. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que le coût plateau soit le plus bas possible. Ouais. Si lui, il prend 1 000 € de cachet, c'est-à-dire qu'on va vendre le live, tu comptes les musiciens, les techniciens, machin, on va vendre le live 3 000 €. Le mec en développement, personne ne va te payer 3 000 €. Les premières dates en vente, tu payes 500 balles la date. Okay. Donc c'est-à-dire que souvent la date... Un guitare-voix, toi Non, si t'as non, parce que tu vois, par exemple, t'as des cas où c'est un groupe, toi, ça va te coûter 1 500 balles la date, on va te l'acheter 500, tu perds 1 000 balles par date. Tu vois, mais là-dedans, tu payes le cachet de l'artiste. Donc, quoi qu'il arrive, l'artiste, il a son cachet. Ça va être 150 balles, 200 balles, 250 balles. Oui, alors, tu vois, quand Gims dit, oui, sur les premières tournées de Watibé, on touchait 250 € de cachet. C'est normal. Oui, frérot. C'est normal. Mais tu oublies de dire que t'avais X% avec ton groupe. Alors, quand t'as un groupe, évidemment, vous partagez à 7. Bien sûr. Mais 60% à 7. Et en fonction du chiffre d'affaires, parce que là, j'ai oublié de préciser, ça monte à 70, ça monte à 80% des bénéfices pour les artistes. Bah, frérot, en fait, à un moment donné, tu gagnes de l'argent. Quand il y a de l'argent. Ouais. Alors, oui, j'ai eu une avance, j'ai plus jamais eu d'argent. Bah oui, t'as jamais recoupé ton avance, frérot. Donc, c'est souvent ça le problème, tu vois. Et donc, les gens mélangent des trucs, mais en vrai, alors oui, il peut y avoir des évolutions de contrat. Tu vois, les artistes pensent aujourd'hui, mais de moins en moins, je trouve, que la réalité fabuleuse absolue, c'est d'être producteur soi-même. Ah, c'était ça ma question, justement. C'est pourquoi on revient au 360 ? Ben pour une raison très simple. Voilà. Pour une raison très simple. C'est que, en gros... Ouais, tout le monde disait indépendant. Ah oui, c'est fini, c'est un 360. Et donc, entre-temps, les requins. 85% ont fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas monter ton label. Ok, t'es artiste. Ouais. Tu fais bien de la musique. T'es hyper doué. T'es un tueur à gages, tu fais des tubes, tout ça, ça tue. Est-ce que ça fait de toi un entrepreneur ? Est-ce que ça fait de toi un financier ? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui sait gérer une comptabilité ? Non. Qui sait gérer une entreprise ? Absolument pas. Tu peux t'entourer, mais il faut savoir bien s'entourer. Et donc souvent, ce que les gens négligent, c'est que, voilà, oh putain, le mec, il a fait un braco, il a touché 200 000 € d'avance avec son label chez Warner. Sauf qu'avec ces 200 000 € d'avance, tu dois payer toi, tu dois payer ton album, ta promo, tes équipes, tes clips, tout.
Donc en fait, à un moment donné, t'as pas touché 200 000 euros. Donc il y a beaucoup de mecs qui touchent ça, ils vont s'acheter une Maybach, tu vois, où ils vont s'acheter. Ils sont à moins 50 000 et il reste 30 000 balles et ils doivent produire leur clip, leur machin. Et puis surtout, ils commencent à générer leur économie, etc. Ils font leur truc tranquille, ils vivent bien. Et puis 1 an et demi plus tard, toc, 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 t'as l'URSSAF qui débarque, les impôts, les machins, mais en fait, tu t'es payé l'argent sur ton compte tous les mois, mais en fait, t'as pas payé l'URSSAF, t'as pas payé tes impôts, t'as pas déclaré de TVA, et en fait, ils se font mettre à poil en 2-3 ans. Gérer un label, c'est un putain de métier. Moi, j'ai géré un label pendant 12 ans, j'ai fini par devoir le fermer, je l'ai mis moi-même en faillite parce que les trous devenaient trop gros, il fallait que je reparte sur une page blanche, je l'ai fait de mon plein gré, je l'ai tenu 12 ans. Moi, quand j'étais sur la fin de la musique, je voyais tout le monde me regarder en disant « mais ce qu'il fait là, c'est notre tour, on va le faire ». Ils sont tous plus là. 3-4 ans plus tard, tu vois. Et je dis pas ça en mode ils sont incompétents. Non, ils se rendaient pas compte des enjeux. En fait, les enjeux que ça implique, tout le monde s'est dit mais c'est comme Mike fait, tout le monde sait le faire en fait. Il monte une boîte, il va faire des deals, c'est hyper cool. Il signe des artistes. C'est ce que toi tu montres. Donc les gens. Mais non, moi je montre rien, moi. Mais c'était intéressant parce que non, c'est juste que. Moi je montre rien. On est plus motivé par ce truc-là de production. Ouais. Production, c'est simple. Tu vois, t'as des studios, je prends tel, je prends tel. Oui, mais dur, c'est super dur. Ouais, mais peut-être que ça c'est simple. Je crois que la merde de jouer le truc est simple là-dedans. Il y a pas une partie simple, gros. Mais c'est la gestion, je crois, de la boîte, tu vois. Même gérer un projet artistique, le développer. Non, des humains, tu gères des humains. Non, oui, ça je peux comprendre. Gros, c'est chaud de ouf. Et je vais dire un truc. Bon, je précise, je pose des questions. Non, mais tu fais bien. Je fais exprès. Ouais, bien sûr. Moi, je te partage un point de vue. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire il raconte de la merde. Je pense l'inverse. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'analyse. Et je vais te dire un truc. Moi, j'ai une grande chance. Je sais pas pourquoi. Dieu l'a voulu. Aujourd'hui, je l'accepte humblement. J'ai des facilités là-dedans. Dans quelle partie ? Tout. C'est-à-dire que j'ai des facilités pour gérer une entreprise, j'ai des facilités pour comprendre le business, j'ai des facilités pour gérer des équipes artistiques. Ça vient de ces 12 ans de travail ou c'est d'avant? Ouais, non, alors moi c'est Ultime Team, mon premier groupe, moi j'ai tout appris là. Ça a été ma plus grande école. C'était gérer une équipe. Beaucoup, mais qui gérait moi. Ultime Team. Ok. Bah, demande à tout. Regarde, ça m'a touché d'ailleurs. Convoque a fait une interview sur des terres où il dit mais moi je n'ai pris c'est Mike qui prenait les décisions. Très bien. Parce que c'était alors non, c'est pas vrai. On prenait des décisions collégiales, mais j'étais le moteur. Et c'est ça que j'ai toujours su faire. Et en fait, je pensais que c'était un truc banal. Et donc, je me comportais comme si c'était banal. Donc, tout le monde s'est dit, c'est banal. Mais c'est pas banal. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est pas banal. Et si aujourd'hui, j'ai réussi à reconstruire, attention, on est loin du succès, hein, ça se trouve, dans 2 ans, le label est fermé, on n'a pas réussi à briquer un truc. Peut-être. Mais, en attendant, aujourd'hui, on est quand même dans des enjeux qu'on a réussi à remettre en place. J'aurais jamais cru que j'arriverais à remettre ces enjeux-là en place. On juge pas les gens que sur le succès aussi. On juge aussi. Malheureusement, ici, oui. Hein. Ouais, mais c'est parce que, comme tu dis, peut-être que dans 2 ans, ça va. Mais en vrai, moi, je juge pas que sur le succès. Quand même, hein. En tout cas, non. Tu peux difficilement. On met un bilan. Si le bilan est négatif, le bilan est négatif. Oui, on est d'accord. On peut dire je y essaie. Tu peux faire le move que tu veux devant le goal. Tu tires au-dessus. Bon, on va dire bravo, mais tout le monde s'en bat les couilles tant qu'il n'y a pas de goal. Bah ouais, frérot. Donc après, il faut l'accepter. Et donc, ça se trouve, on va pas y arriver. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on va y arriver. Je pense j'ai jamais travaillé des artistes aussi fabuleux que maintenant. Je pense que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, je l'ai vécu pour être prêt maintenant. Et je pense que tout ça m'a préparé à ce qui va se passer maintenant. Mais, donc tout ça pour dire que c'est un chemin d'une difficulté folle. Et en fait, je m'en rends compte aujourd'hui que j'ai la chance d'avoir des capacités là-dedans. Ouais. Et que du coup, les gens me voyaient avec ses facilités, ils disaient, mais ce qu'il fait, lui, c'est banal, en fait, on sait tous le faire. Sauf que non. Et par contre, j'ai d'autres défauts, c'est que, comme je dis souvent, moi, je suis un grand passionnel, je suis plus artistique que business, je fais vraiment les trucs avec le cœur, et donc, du coup, je suis un très mauvais gestionnaire. Ouais, c'est pour ça que vous êtes un duo. Exactement. Ouais. Donc c'est ça que je me suis dit. Donc si demain je remonte une boîte, il faut que j'ai quelqu'un qui soit mon allié, qu'on soit à 50-50 à gérer cette boîte et que cette personne contrôle les cordons de la bourse et que je n'ai aucun pouvoir décisionnel sur les dépenses. Et cette personne, c'est Candice. La présidente du label. Je suis même pas président du label. J'ai même pas de carte de banque du label. Candice. J'ai même pas de carte de la société. Est-ce que tu pourrais... C'est elle la big boss. Oui, non. Ouais, c'est elle qui signe les artistes. Parce que Candice, machine de guerre, hein, au passage. Hein. Mais ça aussi. C'est intéressant que les années fastes de Art Music, Candice était... Mais ça aussi. Donc en fait, Candice, c'est ma première salariée chez Art Music. Donc mon standard de base, c'est Candice.
Sauf que Candice n'est pas du tout standard. Et que Candice, aujourd'hui, c'est une goat dans ce qu'elle fait. Exactement. Et donc, du coup, ça m'a mis Babar... en fait, c'était un dysfonctionnement. Ouais. Le fait qu'elle et moi, on se retrouve ensemble comme une normalité, c'était un dysfonctionnement. Intéressant. Et en fait, aujourd'hui, on a conscience de notre anormalité et on en a fait un vrai atout. Tu vois, mais Candice, tu vois, c'est son niveau de on n'a pas deux de performance. Dans le métier, on n'a pas deux comme elle. Et moi, je suis honoré. Et tu vois, je suis un privilégié. C'est même pas privilégié, un miraculé de travailler avec quelqu'un comme ça, d'avoir sa confiance. T'entends, Candice? Mais je dis, mais frérot, c'est super cool. Je le sais, je dis tous les jours. C'est super cool. Je le dis tous les jours. Nous, là, moi, je l'ai vu à l'œuvre. Ouais. Déjà, nous, on venait souvent à Art Musique, on écoutait du son, c'était plus artistique. Elle, carrée, devant son PC, blaguez pas avec nous, hein. Elle était très carrée. Elle était dans sa bulle. Moi, elle m'a déjà sauvé la vie sur des trucs de travail. C'était waouh, c'était waouh. Elle m'a déjà sauvé la vie sur des trucs de boulot. Ouais. Des trucs où on se retrouvait à vivre des naufrages titanesques sans elle. Je vais raconter une anecdote. Mais le problème, c'est que ça me fait afficher un truc que je vais essayer de pas trop afficher. Ah, ok. Mais on se retrouve, donc on fait une date majeure devant des milliers de personnes. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai quelqu'un qui est ma bras droit sur la gestion de production de cet événement. Et en fait, à 10-11 heures du matin, elle me claque entre les mains. Et quand je dis elle me claque entre les mains, le niveau de stress est tellement élevé, le niveau de gestion est tellement élevé qu'elle disparaît intellectuellement. Mais comment ça, son cerveau je te parle, je dis... Oh frérot, et t'es en mode, tu regardes comme ça, hein. T'es plus là. Son cerveau a grillé, quoi. Non, mais le cerveau a grillé, pardon. En fait, disparition. Impossible. Elle sait plus parler, elle sait plus répondre. Je lui fais Elle est comme ça. Elle vient de réaliser le truc. Oui, c'est chaos. En fait, son cerveau a fait... Okay. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc j'ai vu ça, je fais ah ouais, donc ça existe. Sauf que la veille, Candice était revenue de l'étranger pour venir assister à la date parce que pour elle, elle avait fait tout le début. Donc on a les premières salles de 100 places, donc jusqu'à ce truc qui est un événement majeur pour nous. Mais entre-temps, elle avait quitté... Je sais que t'étais là. Et donc, quitté le truc. Oui, en fait, pourquoi elle a quitté Art Musique, c'est parce qu'elle rencontre quelqu'un qui va s'installer en Afrique et elle le suit. Et d'ailleurs, le jour où elle vient me demander pour quitter le label, non, pas pour quitter le label, elle vient me dire j'aimerais partir, elle me demande la permission en pleurant. Je dis mais t'es une ouf. Incroyable. Tu me demandes la permission, c'est ta vie privée. Elle me dit oui, mais bon. Tu vois. C'est une employée à ce moment-là. Donc... Oui, non, mais elle est pratiquement Non, c'était plus Mike, si tu me... En fait, il y a vraiment presque ce truc. Si c'est OK pour toi. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'hasard qu'aujourd'hui on soit associés et qu'on monte ce label ensemble. Mais bref. Donc elle revient pour cet événement. Ça. Et elle m'envoie un message la veille. Est-ce que ça vous dérange? Votre get-in est à quelle heure? 8h30 du mat. Est-ce que je peux venir pour voir et tout, pour être avec vous? Et donc, j'oublierai jamais, elle se met dans les gradins du truc, elle est comme un enfant au milieu du truc, et elle regarde, et la meuf, en fait... Tout au long de la journée... Non, 11h du mat, 11h30. Excusez-moi, Le burn-out arrive, je vais la voir, je lui dis est-ce que tu peux me sauver la vie et prendre le relais? 5 minutes plus tard, je suis là, en noir, elle a géré toute la date. Sans elle, ça ne jouait pas. Des milliers de personnes, mec. Putain. Ça aurait été un fiasco financier. Bon, t'imagines pas. Donc c'est une machine de guerre, tu vois. Candice, aujourd'hui, elle fait des stades de France, quoi. Mais c'est ça qui est fou, tu vois. Bon, après... Tu vois, il y a ton profil, un peu plus la face qui parle, etc. Oui. Et puis il y a tous ces gens, donc comme elle, tu vois, qui gèrent des trucs incroyables. Mais on aimerait bien entendre aussi son histoire. Mais bon. Elle est moins cet exercice, mais elle est prof à l'IEX maintenant, tu vois, elle forme des gens. Elle est habituée à faire... Ouais, mais c'est autre chose, parce que là, c'est une thématique de transmission, elle prend le temps, etc. Bon, écoute, de toute façon, je vais pas prendre son nom, mais elle est exceptionnelle, vraiment. C'est un niveau de compétence rare. Et ce qui est fou, c'est que ce soit un stade de France ou une salle de 50 places, elle le fera avec le même engagement. C'est le même niveau de... C'est-à-dire qu'elle va le faire avec le même niveau de passion. Organisé, là, on est parti en séminaire une semaine avec une de nos artistes. La prochaine question, on t'enchaîne. C'était bien, ça. C'est celle qui organise le séminaire. Elle organise le séminaire comme si elle faisait venir David Guetta pour faire le stade Roi-Baudouin. Tu vois, un petit bracelet avec un code QR dessus. Un code QR, catering à 11h. C'est exceptionnel, tu vois. Elle est exceptionnelle. Donc moi, tous les jours, je lui dis que je l'aime et que je la remercie. Je me sens... Et c'est un privilège de travailler avec elle. D'office, elle me rend le même amour. Elle me donne le sentiment d'avoir le même privilège. Donc, en fait, c'est une noce incroyable. Écoute, du coup, si elle veut travailler sur un podcast et, développer la partie opérationnelle... On est là. C'est vrai que ce serait bien. Mais elle est tellement occupée. En fait, elle aime bien Londres.
T'inquiète, pas de souci. C'est pas grave. Tu vois. Non, mais je veux dire dans le sens où nous aussi, au niveau opérationnel, on pourrait utiliser ce genre de... utiliser une machine de guerre par oui. Dans ce sens-là. aussi d'office, t'inquiète. À fond. Ouais, dans ce sens-là, oui. Ouais, de toute façon, tout ce qu'elle touche devient de l'or. Hein, c'est... Ouais. Du Candice, toc. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, parce que déjà, il y a des années, avec Air Music, tu faisais des séminaires à Malmedy. Ça fait 20 ans que j'y vais. Voilà. Est-ce que ça se faisait déjà avant dans la musique en Belgique? Je sais pas, je vais pas m'emballer sur la France, mais est-ce que ça se faisait avant? Mais c'est quoi un séminaire déjà? Et justement, c'est devenu un terme à la mode. Ouais, c'est en fait, il y a une génération d'artistes que je ne citerai pas qui sûrement on a inventé les séminaires. Les gars, les gens font ça depuis 50 ans, tu vois. Voilà, c'est que ça. Moi, j'avais jamais vu ça encore. Ça a toujours existé en fait. En fait, on appelait ça des studios résidentiels. Tu sais, tous les albums qu'ont fait ma construction artistique, tu vois, des albums comme Prince de la Ville de 113, des albums comme ça se faisait. En fait, il y avait un studio quelque part. Ok. Il y avait un studio à Toulouse qui était hyper connu qui s'appelle Polygone. Et en fait, à l'époque, la manière privilégiée, si tu veux, des majors, quand les artistes signaient pour les sortir du ghetto et qu'ils ramènent pas tout le ghetto en studio à Paname, ils allaient faire des albums, ils les enfermaient à Toulouse pour qu'ils soient isolés de ce truc-là et qu'ils soient dans une bulle artistique. Donc ça s'est toujours fait. Tu vois, c'est des couilles. Nous, on était des rats de studio. Donc en fait, nous, on s'est très vite dit, on veut dormir dans les studios. Donc en fait, dès qu'on a trouvé un studio dans les Ardennes où on pouvait dormir, on a commencé à aller passer notre vie là-bas. Parce qu'on est des rats de studio. Moi, je suis un rat de studio là-bas. On a vu un documentaire ensemble, un jour que tu m'as montré. C'était le documentaire de l'album de Red Hot Chili Peppers. Incroyable. C'est marrant, dans un manoir. J'ai partagé ça il y a un mois à quelqu'un. C'est vrai? Ouais. On l'a vu il y a 10 ans. Donc c'est Rick Rubin qui loue un manoir et qui les enfants. Et ils font l'album Blood Social Magic, qui est un de leurs plus grands classiques. Avec Get Away. Et ils font tout dans le salon de cette baraque. Quel docu. Mais je pense qu'il y a un lieu artistique que tu peux pas atteindre sans rester dans la vibration artistique et sans en sortir. Il y a un truc qui se passe dans cette énergie-là. Est-ce que tu retrouves encore, dans cette séminaire, tu retrouves ce truc-là? Il y a des trucs qui se passent. Ouais, j'imagine. Humainement et artistiquement. En fait, ça va loin, en fait. Moi, en fait, tu sais quoi? On dit des trucs et t'as dit. En fait, non, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis encore rendu compte la semaine passée qu'il n'y a pas de lieu où je suis plus heureux, en fait. Mais c'est fou, hein. Je l'avais oublié, tu vois. Et là, j'y suis retourné trois fois là. Alors, la première fois, c'était en septembre, je pouvais pas y loger, donc je finissais de taffer à Bix à 18h. Donc c'est 2 heures de route. Hein. Je faisais 2 heures de route, j'arrivais là à 20h pour manger avec eux. Je passais la soirée avec eux jusqu'à minuit, je rentrais à 2h du matin à Bix, j'allais taffer à 9h du matin. Avec le plaisir. J'étais fatigué, mais avec le plaisir, ouais. Et donc, et on est retourné donc 2 fois depuis. Une fois pour faire une semaine avec 5 jours de résidence de répète, donc avec Yasmine, qui est une de nos artistes à laquelle on croit de ouf, qu'on aime de ouf, qu'on est tellement fiers d'avoir signé. Et je pense que c'est... Elle a annoncé son... Orangerie, ouais. Bon, c'est première partie, hein, mais c'est exceptionnel. Elle a toujours rêvé de le faire, elle rêvait de le faire. Voilà. Donc ça va être incroyable. Et elle est incroyable, c'est une meuf... je sais même pas comment Dieu a fait qu'on ait la chance de tomber sur elle, d'avoir cette relation-là avec elle. Et donc, il n'y a rien de mieux, en fait, que ça. En tout cas, moi, pour un être comme moi, c'est privilégié. Et alors, je vais t'avouer aussi un truc, c'est que moi, tu sais, j'étais un grand fêtard, donc j'ai beaucoup vécu l'alcool en studio, la clope en studio, l'excès en studio. Et donc là, je découvre depuis 1 an que j'ai repris tout ça, le processus en faisant du sport et en mangeant. Ah oui, autre chose, ouais. Et donc sans fumer, sans boire, tu vois. Et en fait, ça n'a jamais été aussi parfait, tu vois. Ah ouais? J'aurais jamais cru. On pense toujours que c'est une sorte d'essence. C'est faux. C'est fucked up. C'est complètement faux. Ouais. C'est complètement faux. Et en fait, la vibration artistique est encore plus puissante si tu trouves le chemin sans tout ça. Après, il y a eu tout ce... Eh ouais, les gars, c'est cool de ne pas boire, c'est bien. Il y a des mauvaises narratives, toi, même faux. Avec la ligne, les gens qui se disent, on est des extraterrestres. Le spliff et tout. Le spliff. C'est vrai, parce que même toutes les images qu'on montre en studio, c'est toujours... Il y a des gens derrière qui... Driver, il avait fait toute une émission sur la drogue et le plus grand groupe de tous les temps. Et on pourra en débattre 1000 ans, si vous voulez, mais c'est indiscutable. Le plus grand groupe de tous les temps, c'est les Beatles. C'est indiscutable. Okay. À quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux, gros. Mais non, mais après, on peut discuter. On peut faire un podcast. On va faire un épisode là-dessus. Moi, frérot, regarde, je vais te dire un truc. Quand je commence la musique, je suis un rappeur des caves. Et la vie fait que, le destin fait que je me retrouve dans des studios avec de plus en plus d'enjeux et à réaliser des albums de plus en plus complexes. Donc, je me retrouve confronté à des musiciens.
Et je vois tous ces musiciens à longs cheveux être en mode les Beatles. Et j'ai envie de claquer. Je connais rien des Beatles. Moi, je vois les Beatles comme des mecs en costard relous qui font des chansons de merde. Donc ça ne m'intéresse pas. Aussi, hein, donc, ça ne m'intéresse pas. Ils me parlent des Beatles. Je suis en mode qu'est-ce que vous me racontez les Beatles, frère. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'énerve. Et ils sont en mode des Beatles. Et ils me regardent. Les Zoulous du rap, là. Les Beatles. Et en fait, ça m'énerve. Et moi, quand un truc m'énerve, non, j'ai pas écouté. Je m'enferme 3 semaines chez moi. 3 semaines. Je te jure, j'exagère pas. Et pendant 3 semaines, j'étudie leurs albums. Je commence, donc chaque fois j'écoute les albums, j'analyse, je vais lire comment l'album a été fait, track par track, comment ça a été enregistré, comment ça a été fait, parce que je veux comprendre. Au début, j'écoute le premier album. C'est pas exceptionnel. T'as une formation d'ingé son, faut préciser aussi. Oui, et de producteur de disques, réalisateur de disques. Voilà. Ça, oui. Ouais, du coup, quand tu l'écoutes d'une manière pas de la même manière. Je comprends tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deuxième propos arrogant de la journée. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que je peux pas écouter une chanson et ne pas comprendre ce que j'écoute. Ah, ok. Mais moi, je veux que tu décrives. Attends, non, mais laisse-moi aller au bout. Jusqu'au bout. Donc, j'écoute premier album, deuxième album, troisième album. Et puis, j'arrive sur Revolver, frérot. Ah oui. Qui est un de leurs albums, voilà. Et j'écoute cet album. Et je suis traversé comme si je me mettais à croire en Jésus, quoi. J'ai eu la même chose quand je suis devenu chrétien. Genre, je suis en mode, waouh, qu'est-ce qui se... En fait, je comprends, quoi. Et je me connecte au truc et je fais, mais c'est pas possible. Et là, d'un coup, je comprends ce qu'ils sont. Et puis, il y a l'album suivant, Sgt. Pepper, donc c'est quand même un peu les 2 albums. Mais moi, je vais t'arrêter quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Moi, je veux que tu puisses expliquer en termes musicaux, en termes ça me met autant KO que le jour où je comprends ce qu'est Jésus et qu'est-ce qu'incarne Jésus. Je vous jure que c'est vrai. Et je compare pas. Hein. Je veux dire, attention. Hein. Je suis pas en train de dire que les Beatles c'est Jésus ou machin. Je pars pas en cagné. Tu vois, tout mélanger. C'est des dieux. Non, je suis pas en vénération quand je dis ça, en idolâtrie. Je dis ça dans le sens où quand je comprends quand je comprends que Jésus-Christ est probablement le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Tu vois, avec le prophète d'ailleurs. Bien sûr, ouais. Ça fait partie des plus grands révolutionnaires de l'histoire humaine et on parle encore d'eux aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont eu sans doute les plus grandes coronesses que personne n'ait jamais eu. Donc après, fils de Dieu, pas fils de Dieu, c'est même pas un sujet. Ouais. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'ils ont incarné, ce qu'ils ont été. Et le jour où je comprends ça et que je lis ça et que je le prends comme ça, je tombe par terre en fait. Okay. Eh ben, les Beatles me fait le même effet. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que la musique contemporaine découle de la porte qu'ils ont ouverte. Alors, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Moi, attends, ça a été eux. Et ce qu'ils ont créé, et ce qu'ils ont fait, et les portes qu'ils ont ouvertes, et en fait, ils ont tout inventé. Qu'est-ce qu'ils ont... C'est ça que moi j'ai besoin d'entendre. Ils ont tout inventé, les mecs. Donc avant ça, il n'y a rien qui existait. Frérot, ils ont tout inventé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une... Tu vois, moi, j'en veux plus ça. Moi, là, je suis sur la... Je vais te donner un exemple à la... En fait, ce qui fait... Pour moi, le génie des Beatles, c'est en grande partie George Martin, qu'on appelle le 5e Beatles, qui lui venait de la musique classique. Donc, ça veut dire que lui, il bossait chez EMI, il sortait des albums de musique avec des cordes, etc. Machin. Et puis, ils signent leur premier groupe de pop. La pop n'existe pas à ce moment-là. Donc, en fait, ils se disent, on va faire de la pop. On va signer des petits rockeux, là. C'est les premiers. Tu comprends ? Et donc, en tout cas, parmi les premiers. Et donc, il les signe. Là-bas, c'est des rockers. C'est pas de la pop, c'est des rockers. Non, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas changé au moment où... Non, voilà, c'est ça. Ils sont ce qu'ils sont. Okay. Ouais. Mais à ce moment-là, EMI, ils sortent surtout des albums de musique classique. Tu comprends ? Ils sortent pas des albums de pop. C'est les premiers à pas... Avant, il y a Elvis, etc. Mais c'est pas en Angleterre, c'est aux États-Unis. C'est les premiers à arriver avec ce créneau-là, si tu veux, dans des majors pareils. Et donc, George Martin, à un moment donné, donc il entend Yesterday de Paul McCartney. Il pleure. Paul McCartney, quand même, qui se réveille avec la chanson. Hein. Donc, ça veut dire qu'il se réveille un matin, il a toute la track. Et ça, c'est incroyable. Ouais, bon, après, ça, c'est ce qu'on... Non, c'est comme ça qu'on a inspiré. Et à la base, en fait, il a tout le yaourt. Et en fait, la chanson, il l'appelle Scramble Eggs, parce qu'en gros, il a un yaourt qui fait Scramble Eggs. Et en fait, il a ce truc, et il arrive en studio, il dit, c'est quoi encore ce truc, cette mélodie et tout ? Vous avez entendu ça quelque part ? J'ai dû entendre ça quelque part. Ils lui disent, non, on connaît pas. Et pendant 1 mois, il demande à tout le monde, c'est quoi encore ce truc ? Et tout le monde dit, mais ça n'existe pas ce truc. Lui, au début, ne croit même pas qu'il vient de lui. Ouais. Et en fait, finalement, il doit accepter que ça vient de lui. Bon, bref, il joue ce truc. Et George Martin, il entend ce morceau. Et il se dit, je vais mettre des cordes là-dessus, en fait. Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que jamais on a pris de la musique contemporaine avec un mec qui chante gna 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 et on met des cordes classiques dessus. Et ce qui fait que ce morceau, aujourd'hui, est toujours le morceau le plus diffusé de la planète. Donc, ça veut dire que toutes les secondes dans le monde, on joue Yesterday. Yesterday. Oui.
C'est parce que cette chanson génère une émotion Non, c'est vrai. nouvelle. Oui, c'est vrai. Quand les cordes rentrent, tu fais boum. Ouais. Alors George Martin va plus loin. À un moment donné, il se dit et il te fait Eleanor Rigby, chanson de McCartney. Là, il se dit, tu sais quoi? On va plus mettre de guitare, on va mettre que des cordes. Et tu te retrouves à McCartney qui chante Eleanor Rigby, et c'est que avec des cordes derrière. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est pas les Beatles, c'est George Martin. C'est les Beatles. Ouais, c'est les Beatles. Et, Non, mais c'est les Beatles. Une personne. Non, c'est en studio, tous ensemble, qu'on s'est idées. C'est entre eux. T'as un autre exemple. Ils font une chanson qui s'appelle, je vais pas me tromper, est-ce que c'est Tomorrow Never Knows? Je crois que c'est Tomorrow Never Knows. Donc, ils se disent, on veut faire des boucles avec du son. C'est ça qu'on voulait, des anecdotes. Donc les mecs inventent l'échantillonnage sur une chanson. C'est quoi l'échantillonnage? Donc c'est de faire diffuser un séquenceur, c'est samplé. Ouais. Comment ils l'inventent à l'époque? Ils savent pas comment faire, mais ils veulent faire des boucles avec du son. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre tous les recorders magnétiques du studio Abbey Road, ils les mettent dans le studio B, ils font des boucles qui collent avec du scotch de 10 mètres, qui tirent avec des balais pour que la boucle se fasse, et ils mettent chaque boucle sur une tranche de la console, et ils recordent en sortie, et chaque fois qu'ils veulent le son, ils montent le fader, et ils font des échantillonnages comme ça. C'est des fous furieux, en fait. Là-dessus, tu vois, Lennon, qui sort de ses tripes d'LSD, se dit bah moi j'aimerais bien avoir la voix du Dalai Lama qui chanterait au-dessus de l'Himalaya. Alors l'ingé son lui dit mais comment tu veux faire ça? Bah, je te propose, accrochez-moi par les pieds au studio, vous allez me faire tourner autour du micro, ça fera cet effet. Et l'ingé son il dit mais t'es un baiser, je vais pas t'accrocher par les pieds au milieu du studio, on va essayer de trouver une autre solution. Alors il réfléchit, techniquement qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben dans le studio ils ont un Orgamond avec, vous voyez les cabines Nestlé, c'est une espèce de gros truc, c'est une espèce de parlophone à l'intérieur qui tourne comme ça, c'est les effets des orgues qui font ouais. C'est en fait un parlophone qui tourne. Il se dit bah on va rentrer la voix de Lennon dedans pour que quand sa voix passe dans le micro, ça fasse et que ça tourne. Et toute sa voix passe là-dedans. Et donc ils essayent toutes sortes de trucs créatifs. Il y a un morceau à un moment donné, j'ai oublié le nom du morceau, putain. Ça fait longtemps que j'ai pu écouter. Bref, ça va me revenir. A Day After Life, je crois. Okay. Ils se disent, qu'est-ce que ça donnerait si on prend tout un orchestre symphonique, donc 64 instruments, je crois que c'est un orchestre symphonique, et en même temps, tous en même temps, vont jouer leur note la plus basse de leur instrument à la note la plus haute. Okay. Pendant 10 secondes du morceau, on va mettre ça dans le morceau. Alors George Martin, il dit, bon les gars, je vais pas payer 64 musiciens, on va en faire 32, ils le feront 2 fois de suite. Ok. Et ils te font ce climax dans le morceau, et ça... Mais en fait, et donc c'est que ça, des trucs. Et moi je suis là, je dis, mais c'est quoi, c'est baissé de la tête. Okay. Et en même temps, c'est des compositions de fous, c'est exceptionnel en fait. Et les mecs aujourd'hui ont vendu plus d'1 milliard d'albums, tu vois, depuis un moment déjà. Oui. Tu vois, ils ont dépassé 1,5 milliard, je crois. C'est intouchable, c'est indéclassable. Tu prends une composition comme Yesterday, il y a des titres comme ça, tu les sors, tu décortiques un petit peu, tu te dis, mais... Et ça me fait croire, moi je suis convaincu, qu'en fait la musique, elle ne vient pas de nous. On est traversé par quelque chose. Il y a des gens qui sont des espèces d'antennes, qui arrivent à capter un truc qui vient d'ailleurs, et qui le ressortent à leur façon, et c'est pour ça que ça bouleverse les gens de cette manière. Quand tu vois comment les gens sont traversés aussi, c'est des énergies qui nous dépassent. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est divin ou pas? Je sais pas. Ça vient quelque part ailleurs. C'est parce que ça se trouve, c'est Narchétan, on sait pas. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ou alors c'est divin. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est divin. Voilà, d'où ça vient, on sait pas. Ouais. Bah, ça fait du positif, donc du coup, ça peut pas venir. Ça dépend les émotions que ça te génère. Ça dépend aussi, les émotions que ça te génère. C'est ça. Tu vois. Ouais, mais Beatles, je crois pas que t'as envie de tuer après. Ouais, mais moi, j'ai été choqué par la catastrophe, je passe du coq à l'âne, mais la catastrophe de Cross Montana où c'est sur du Lacrim. Tu vois, moi, ça m'a dérangé. Oui, mais bon. Tu vois, donc. Oui, mais la musique est la BO de beaucoup de catastrophes. Voilà, exactement, tu vois. Mais donc, je sais pas si vous vous rendez compte, on s'est énormément éloigné. Tout ça pour dire et pour conclure le sujet de base que nous avions. C'est que les Beatles ne se sont jamais drogués en studio. Ah. Jamais. Une fois. T'as parlé de LSD. Oui, mais dans leur vie privée. Ouais, okay. Donc ils se droguaient dans leur vie, mais en studio, en création, ils ne se droguaient pas. Et une fois ils l'ont fait, ils ont fini sur les toits d'Abbey Road en bad trip et ils s'en disent plus jamais. Et donc c'est des gens qui ont toujours créé sobre. Okay. Donc on ne me fera pas croire. Pour être traversé. Wow, c'est une belle boucle, ça. Voilà. Bien pour créer des trucs aussi géniaux, t'es pas obligé de. Et crois-moi,
j'ai jamais été aussi sharp en studio, jamais aussi clair et limpide dans ce qu'on doit faire, pas faire, comprendre ce qui se passe artistiquement qu'à jeun. En fait, au bout d'un moment, t'es un peu reboot, tu fais plus que de la merde, tu comprends plus rien. Le lendemain, t'es en gueule de bois, t'es en down. En fait, quoi qu'il arrive, t'amènes des éléments, t'amènes des blocs, en fait, t'amènes des trucs qui polluent ta connexion à l'énergie artistique. Et moi, je crois que l'énergie artistique est une vibration et que c'est un vrai effort de la connecter, cette énergie-là. C'est fou parce que moi, ça m'a toujours énervé de découvrir un artiste, d'aimer beaucoup et puis d'apprendre que le gars consomme. Ouais. Ça m'a toujours énervé. Ouais, je comprends. Et après, bon... Mais c'est des métiers difficiles. Johnny disait à juste titre, mais les gars, vous êtes gentils, mais comment vous voulez que je sois tout le temps en rockstar sur... Je l'entends. Ouais. Lui, il a jamais créé une chanson. Derrière un micro, il te défonçait le micro parce qu'il avait une voix de psychopathe. Ouais. Franchement, Johnny, faut pas blaguer. Hein. Les gens, ils sont en mode Johnny Hallyday, mais Johnny, vocalement, la star que c'était pas une... De toute façon, à un moment donné, t'as cette carrière-là. Faut pas déconner. C'est Johnny quand même. Attention, le boug. Ouais, attention. Les gens qui respectent pas Johnny. Ouais, mais tu vois, on va dire c'est un vieux truc. Oui. Hein, c'est un tu vois, il faut pas blaguer avec Johnny. Et bah lui disait, je pouvais pas tenir le show comme ça sans me shooter. Par contre, il aurait été auteur-compositeur, peut-être qu'il aurait plus de, tu vois, regarde un Gainsbourg, regarde où ça a conduit, tu vois. Tu vois, c'est triste. Regarde Amy Winehouse, tu vois, le gâchis, putain. Oh là là, j'aurais tellement voulu avoir 10 albums d'elle, tu vois. Putain, Janis Joplin, frère. Quel gâchis. Hendrix. On a perdu tellement de gens, tu vois. Mais après, c'est vrai que tous les gens qui ne se droguent pas, bah, moi je pense, les seuls exemples qui me viennent en tête, mais c'est pas des artistes, Rick Rubin, le gars hyper. Ouais, mais lui, attention, produit hallucinogène, plus. Oui, oui, les champignons et tout ça, oui. C'est un autre sujet. Oui. Ça, moi, j'y crois. Je le ferai pas parce que ça me fait trop peur. Ah ouais, mais les substances hallucinogènes pour aller chercher des portes, oui. Moi j'y crois. On parlait de la NASA, des mathématiciens. Moi j'y crois. Steve Jobs a toujours dit il n'y aurait pas eu Apple sans ce trip que j'ai sous un arbre en Inde sous LSD. Voilà. Tout m'est venu là. Rick Rubin, il a ce truc donc moi pour moi c'est lui et Quincy Jones, c'est sans doute les deux plus grands producteurs contemporains de l'histoire avec George Martin. En fait, c'est le trio absolu. Quincy, il est un peu moins healthy, je crois, mais oui, bah si, à un moment donné, après 10 crises cardiaques, il s'est mis au yoga. Et bon, il tapait toujours son petit vin. Mais bon, il a quand même dû réorganiser sa vie. Mais tu vois, Rick Rubin... Ouais, je crois que je mets Rick Rubin au-dessus de Quincy parce que moi, il a fait trop d'albums importants pour moi. Bah, frère, Red Hot, les deux albums de Red Hot, Californication, Blood Social Magic, laisse tomber. Ouais. Tous les albums de rap qu'il a fait, en fait, et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, il réalise des titres, tu sais même pas. Tu vas regarder les crédits des albums d'Adèle, tu vois qu'il a fait des titres. Ouais, il est partout. Yeezus de Kanye, frérot. T'as déjà vu l'interview où il explique comment il a fait Yeezus, la réal de Yeezus? Ça aussi, c'est exceptionnel. Le mec explique. Ouais, on lui dit, putain, comment vous avez fait cet album était... Parce que pour moi, c'est un des meilleurs albums de Kanye. C'est un des plus indigestes, c'est un de ceux que j'aime moi. Franchement, ouais. Mais c'est d'un point de vue créatif. Pour moi, c'est spectaculaire, tu vois. Et comme disait Kanye, il disait, moi, je voulais que quand les gens l'écoutent, ils aient le sentiment d'être dans un accident de voiture en carambolage. Exactement. C'est exactement ça. Il a tout à fait raison. C'est pas bien. Il disait, on voulait que ce soit la sensation d'un carambolage dans une voiture. Ça se passe pas bien. L'écoute, elle se passe pas bien, mais elle est incroyable. C'est exceptionnel. Je suis d'accord. Et donc, le boug, Rick Rubin explique, moi, en fait, la réalisation de cet album, j'ai mis une journée. Les gens disent, mais dans quel cadre une journée? Et il dit, c'est très simple. Moi, je suis arrivé, en fait, derrière les machines, j'ai fait 1 heure par titre, il m'ouvrait toutes les pistes et je mutais. Tout ce qu'il y avait de trop. C'est ça qu'il a fait. Donc, il a dit, j'enlève, non, ça, il faut pas. Il a tout. Voilà, ça, il faut pas, ça, il faut pas, ça, il faut pas, ça, il faut pas. Voilà, t'as ton titre. Et c'est comme ça qu'il a fait la réelle de Yeezus. Je te jure. Donc tu vois, Rick Rubin, il comprend le truc. C'est trop. Ouais, mais il expliquait aussi un truc où lui, déjà, apparemment, il joue 0 note, il sait pas jouer. Il connaît pas l'oreille absolue. Même moi non plus, je connais pas la musique. Et il expliquait aussi que lui, son job, c'était de mettre l'artiste dans un état pour qu'il puisse créer la meilleure œuvre possible. C'est ça. C'est déconné. Mais il a trouvé le sens absolu de notre métier. Moi, j'ai compris aujourd'hui, ça m'a mis quand même 20 piges, je crois, que l'énergie que tu vas créer dans un cadre artistique permet des miracles. Top. Basta. C'est-à-dire que tu peux créer... Si tu as un artiste doué et que tu crées la bonne harmonie, la bonne énergie, et c'est pas juste, viens, on va te mettre dans le meilleur studio, tu veux manger quoi? Non. C'est créer une énergie. Tu crées cette énergie-là, c'est vrai. Ça va tout seul. C'est des moments, en fait. Que parfois tu ne crées jamais. Jack Thriller, tu vois, l'énergie qu'il y a eu entre Quincy et Michael à ce moment-là, je parle comme si c'était mes potes, t'as vu? L'énergie qu'il y a eu entre eux, elle a plus jamais eu lieu comme à ce moment-là. Ouais, mais qui était, tu vois, est-ce que c'est, on va dire que c'est Quincy, tu vois, mais Off the Wall, moi c'est mon album préféré en vrai. Off the Wall, c'est vrai? Je préfère Off the Wall que Thriller, moi. Ouais.
je t'avoue. Oui. J'adore les deux. Hein. Mais, non, mais Off the Wall, les gars, il y a des titres, frère. C'est tellement pur. C'est tellement pur. Thriller, c'est un blockbuster, j'adore. C'est ça, Oui. Mais musicalement, putain, Off the Wall, frère. Off the Wall, il y a beaucoup Off the Wall, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent Off the Wall, ouais. Je m'en suis rendu compte après. Mais moi, vraiment, Off the Wall, j'écoute plus Off the Wall aujourd'hui que j'écoute pas Thriller. Ouais, mais Thriller, c'est... On en a parlé d'ailleurs avec qui de Michael Jackson? Du fait que tu peux aller n'importe où dans ce monde et... Romain Garcin. Romain Garcin, ouais. Raison. Mais c'est Thriller. C'est ce qui fait ça. Parce que c'est du blockbuster. C'est Thriller qui fait ça à 100%, bien sûr. C'est pas Off the Wall. Mais musicalement, Off the Wall, l'œuvre. Ouais. Il y en a beaucoup qui me parlent d'Off the Wall. Beaucoup de... Exceptionnel. Moi, c'est un album que j'écoute tout le temps. Il n'y a pas de période où j'écoute pas Off the Wall. Est-ce que c'est le moment où on passe au contemporain? Ah, waouh. Putain, on a parlé... Parce qu'on avait dit, ouais, bah, du coup, maintenant, aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a parlé vraiment du passé et de comment c'était, où ça a commencé, apparemment avec les Beatles. Franchement, si vous avez l'occasion de vous plonger dans leur œuvre, il faut foncer. Ouais, l'occasion. On peut pas prétendre faire de la musique. Tout le monde a Spotify, donc l'occasion, ouais, tu vois. Non, mais prends le temps. Prenez le temps d'écouter de la musique. Pas le temps. En fait, si tu te mets sur un album comme ça, tu écoutes le White Album comme ça, tu passes à côté. Il faut comprendre la création de leur répertoire. Ouais, mais moi, je suis incapable de faire ça, tu vois. On va dire qu'il y a des écouteurs lambda. Donc les gens, ils vont des auditeurs, tu veux dire. Voilà, j'ai dit des écouteurs lambda. Ouais, c'est pas grave. Des auditeurs lambda, c'est pas grave. Et donc eux, ils vont écouter, ils vont dire c'est bon. Mais par contre, c'est intéressant. Moi, j'aime bien qu'on dise ça parce que c'est bien pour la musique contemporaine, on va dire. Ouais. C'est-à-dire quand tu écoutes quelque chose que tu aimes bien ou un artiste que tu aimes bien, faut l'écouter jusqu'au bout en profondeur. Ouais, mais pas juste dire il a fait un super refrain, il a fait un super truc. Non, il faut l'écouter en profondeur. TikTok est en train de putain, j'ai failli faire une phrase de boomer, frère. Oui, vas-y. J'allais dire TikTok est en train de tuer la musique, j'allais dire. Mais la manière dont tu l'écoutes, c'est clair, tu vois. Mais c'est pas TikTok en fait. C'est notre époque, on a plus le time en fait, tu vois, on a plus le temps. Mais avant de passer au contemporain, il y avait un autre truc que je voulais. Ah, j'ai perdu mon train. Non, t'inquiète. On parlait de quoi? On parlait de Michael Jackson avant. Oui, voilà, il faut prendre le temps. Il y a le batteur là de Roots, comment il s'appelle encore? Questlove. Lui, il expliquait. À un moment donné, il avait participé à un truc masterclass. Il expliquait le DJ. Lui aussi, faut pas blaguer. Hein. Apparemment, ouais. Questlove, c'est costaud. Hein. C'est un chef d'orchestre aussi, lui. Ça m'étonnerait pas. C'est un directeur artistique de fou. Ouais, Questlove, attention. On se rend pas compte de son impact sur la culture afro. On se rend pas compte. Franchement, ça m'étonnerait pas. C'est exagéré. Ouais. De Roots, ce qu'ils ont fait, on se rend pas compte. On a trop banalisé ces gens. Ah. C'est chaud. Bah donc, il expliquait que lui, il peut pas... Enfin, donc, il travaille dans la musique, etc. Mais malgré la capacité qu'il a à écouter, entendre et comprendre le son, la musique, il doit quand même se donner, je crois que s'il disait une fois par semaine, mais une journée entière avec un casque pour écouter, tu vois. C'est bien. Mais c'est exactement ça. Mais moi, je passe mes journées avec un casque sur les oreilles. Hein. Ouais, mais c'est impossible. Moi, je suis toute la journée avec des écouteurs. Toute la journée. Tout le monde, les gens qui me connaissent savent, d'ailleurs, on se fout de ma gueule du matin au soir. J'ai toute la journée des écouteurs. C'est drôle. Moi, j'ai dit, j'en peux plus. Là, je sélectionne quelques albums et je suis très, en plus, vieux jeu, donc. Ouais, mais j'écoute plein de vieux trucs. Ouais. Voilà. Je suis pas en train de dire, j'écoute des trucs contemporains. Je redécouvre des albums. Mais par contre, il y a plein de trucs exceptionnels aujourd'hui aussi. C'est vrai? Mais moi, tous les jours. On a écouté en studio le Bad Bunny. Tous les jours. Putain, le Bad Bunny. Et moi, je suis sous le champ. Quand l'album de Bad Bunny est sorti, j'ai tombé dans les pommes. Ma première écoute, j'étais assis comme ça. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce bouc? Et quand je vois le succès derrière, je suis heureux. Parce que t'as vu, je t'ai fait écouter la semaine de cette sortie. Cet album est en train de... Il est encore vendu... Non, mais il est en train de changer l'industrie. 160 000 albums. Cet album est en train de changer l'industrie du disque. Et qu'est-ce que ça prouve, du coup? Ça prouve que les gens qui laissent leur chair, leur âme, qui mettent toute leur authenticité, toute leur humanité, leurs racines dans de la musique, bouleversent le monde. Bien sûr. Et on ne fera pas croire cette connerie, tu vois, parce que la K-pop est dominante, et c'est très bien, tu vois. Tout fait paria. Certains publics. Tu vois, t'écoutes, c'est bien foutu, tu vois, tranquille. Ça fait danser les gens, ça fait des chorés TikTok. Tu vois, ça fait partie du game. Mais c'est pas ça la musique. Et en fait, la musique restera. Mais ça mérite d'exister ou pas? Ça mérite d'exister. Est-ce que ça existe de toute façon, donc il n'y a même pas de question à se poser. Oui, mais dans le sens où est-ce que ça apporte quelque chose, vous pensez? Mais ça veut dire quoi, ça apporte quelque chose? Est-ce que par exemple Bad Bunny... Mais pas à moi, mais à Non, mais Bad Bunny par exemple, en tant qu'artiste... Il change carrément son île, le frère. Non, ça je capte. Imagine. Oui, non, il crée une économie, tu tout te ça. rends compte? Non, c'est fou. Ouais, mais c'est incroyable. Est-ce que... j'essaie de trouver un nom en K-pop. Dernièrement... Blackpink, par exemple. Est-ce que Blackpink
apporte quelque chose à ces artistes-là. Ça change la vie de Bad Bunny, tous les trucs comme ça. Ça change la vie de ma fille, Blackpink. Oui, non, mais Bad Bunny. Par exemple, les vrais artistes qui, justement, nous font vibrer, changent le game, créent des économies et tout ça. Ouais. Est-ce que des groupes comme Blackpink, des groupes comme, je sais pas moi, comme à l'époque, ça pouvait être quoi? Ça change une autre génération. C'est pas de nous qui sommes... Non, pas notre génération, mais les artistes qui comptent. Mais tu veux dire que ça change quoi? J'ai pas compris la question. Dans le sens où, est-ce que ça pousse vers l'avant la musique en tant que telle? Mais pour moi, ça veut rien dire. Parce que c'est tellement... En fait, pour moi, c'est des phrases... Alors, excuse-moi, mais je veux dire, pour moi, c'est des phrases... c'est des phrases... Non, c'est rien ta question. Non, parce que ce que tu dis est une question réelle. Non, oui, c'est une question réelle. Moi, c'est cette opinion qui me laisse perplexe. Mais c'est une opinion généralisée. Ça veut dire que on se demande toujours, est-ce que ça sert vraiment la musique? Est-ce que ça sert vraiment la... En fait, pour moi, c'est pas une secte, tu vois. C'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que chaque individu doit vivre son truc et exprimer son truc dans sa logique à lui, et tout ça fera partie d'un tout qu'on ne peut pas de toute façon contrôler. Est-ce qu'on doit se dire, je fais de la musique pour ci ou pour ça? Non. Non. Tu vois, par exemple, je suis persuadé que pas nous, parce que, enfin, en tout cas pas moi, parce que j'étais pas là à l'époque des Beatles, mais les gens qui vivaient à l'époque des Beatles, qui étaient un peu plus âgés, fait ouais, mais c'est quoi ce truc, ça va servir à rien. Ouais. Et puis après, 20 ans, 30 ans plus tard, et tu vois, et c'est des Bad Bunny. À l'époque des Beatles, la Beatlesmania, frérot, on n'a jamais revu ça. Le monde entier était en mode ouais. Tu vois, Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est François. C'est pas la même échelle. Mais par exemple, un Bad Bunny jusqu'à aujourd'hui, je peux m'imaginer que dans une interview, il peut dire ouais, non, moi j'écoute les Beatles ça me touche, et c'est ça qui me fait pousser vers l'avant, tu vois. Ouais. Donc je me demande, est-ce que un Blackpink, dans 40 ans, 50 ans, un gars va venir. Je t'ai répondu oui. Ça change la vie de ma fille. Ah oui, imagine si ta fille fait de la musique. C'est en train d'impacter ma fille. Ah ouais, c'est-à-dire que ma fille, Blackpink, ça la Matrix. Ouais. Et elle ressent des. En fait, tant que tu fais ressentir. Ouais. Pour moi, le fond de notre métier, c'est ça. Ça veut dire que quand t'es un créatif, quand t'es un musicien, quand t'es un artiste, en fait, voilà, tu deals des émotions et de la vibration. Ouais. Tant que quelqu'un est bouffé de toute façon, frérot, si elles te font 3 Stades de France, c'est que quelque part, il y a des gens que ça fait vibrer. Donc, tu vois, on n'a pas à le remettre en question. Moi, à un moment donné, Chantal Goya, si ça a touché des gens, amen, tu vois. Claude François, moi, je suis... Alors, quoique, quand même, Alexandra, c'est quand même un bail, mais... c'est quand même bien. Il y a un revival de Tectonique, là. Ouais. Si ça touche des gens, ça touche des gens, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas... En fait, tu vois, ce truc de... Ça, c'est légitime, ça, c'est pas légitime. Donc, pour moi, c'est pas un sujet, tu vois. En soi, un artiste, c'est un dealer d'émotions, quoi. Bah oui. Ok. Bah, en fait, si tu regardes, c'est que ça. Fondamentalement, c'est ça. Je sais pas. Si maintenant ça te fait, bah en fait, ouais, non, c'est vrai. Qui va acheter ta musique s'il ressent rien en l'écoutant? Acheter ta musique, tu m'as compris, la consommer, faut ressentir quelque chose. Déjà pour te déplacer de ton canapé et utiliser ta carte bleue pour acheter un ticket. Faut aller. Ton Apple Pay, c'est que ça a suscité une émotion, sinon tu vas pas. Regarde, un truc très rassurant. Mélodrame, je sais pas. Mélodrame, je sais plus le nom. Bah, le titre This is Théodora. Théodora, ouais. C'est le titre qui fait le plus de streams de l'histoire de Spotify. Ils sont en train de battre tous les records. C'est le titre qui est resté numéro 1 depuis longtemps. C'est le titre qui a dépassé sur une durée le plus gros nombre de streams sur je sais plus combien de temps. C'est en train de devenir un méga tube. Ouais. Pourquoi? Est-ce que le titre, il est exceptionnel en ce qu'il réinvente aussi? Il y a le sample qui change tout. Oui, mais est-ce que le titre réinvente quelque chose? Non, mais ça procure une émotion. Ouais. C'est-à-dire que ça arrive à un moment où les gens vibrent, bam, ça part, tu vois. Moi, j'ai un titre en tête comme ça, c'est God is a DJ de... Ouais. C'est pas Fateless. Fateless. C'est des notes hyper simples. Mais t'es là, à chaque fois que j'entends ce truc, ça me nos vibes. Ouais, c'est vrai. Si on parle là-dessus, frérot, en musique électronique aussi, il y a des trucs, frérot. Pour moi, Daft Punk, c'est exceptionnel. Ce Prodigy, frérot. La puissance de ce négro avec ce batou. C'était n'importe quoi. Mais on a grandi avec ça. On voyait ça sur MTV. On savait pas quoi penser. Mais on sentait qu'il se passait un truc. Tu vois, on se disait, ah ouais, quand même. Tu vois, ça en va. Et pourtant, normalement, tu vois, on se dit, on peut. C'est pas de code. C'est bizarre, mais il y avait un truc qui se passait, ouais. Et aujourd'hui, je réécoute ça et je me dis, mais en fait, c'était exceptionnel, tu vois. De la vibration, quoi. Alors, ça dépend du genre de vibration, mais c'est de la vibration, tu vois. Et donc, ta vibration contemporaine maintenant? Frère, moi, il y a trop de trucs. Mais en fait, moi, frérot, la musique,
c'est ma vie. Je peux mourir d'amour de la musique. On avait dit qu'on avait commencé l'épisode comme ça avec. On va terminer. Ça fait un moment qu'on. Ce que j'écoute maintenant. Est-ce que t'es. Ouais. Avant de venir. Tu peux le dire, vas-y. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on commence l'épisode genre pour casser la glace. On dit qu'est-ce que t'as consommé comme. Exactement. Qu'est-ce que t'as consommé comme média. Donc c'est pas forcément de la musique, ça peut être n'importe. Avant de venir ici, qu'est-ce que t'as consommé comme média et qu'est-ce que t'es dans quoi là, toi? Ah bah moi c'est simple. Moi c'est Spotify, c'est YouTube. Ok. Je suis que là-dessus. Podcast ou musique Les deux. Ok. J'écoute des podcasts en pagaille, j'écoute que ça. Donc, de toute façon, YouTube, t'écoutes plus de musique sur YouTube. Donc, je suis que pour les podcasts sur YouTube. Et t'as écouté quoi avant de venir? Tu m'as dit que t'étais arrivé. J'écoutais Yasmine. Okay. J'écoutais les titres qu'on a Yasmine, fait t'as vu? Ben voilà, tu vois. J'écoutais les titres qu'on a fait en séminaire avec elle et j'écoutais que ça. T'étais dans l'analyse ou juste dans le kiff? Les deux. Ok. J'étais fier, j'étais dans l'analyse, j'étais dans le j'étais dans le kiff. En me disant tu vois. Donc voilà, j'étais là-dedans. Mais qu'est-ce que j'écoute pour l'instant? Écoute, j'écoute plein de trucs. Je trouve qu'il y a de nouveau plein de trucs. J'ai adoré l'album d'A$AP Rocky. J'ai adoré l'album d'A$AP. Je me suis bien mangé dans la gueule. Ouais, j'ai adoré. Okay. Je m'attendais pas d'ailleurs. Parce que moi, A$AP, je suis pas un grand client. J'ai jamais été un grand client non plus d'A$AP. Non, mais là, il m'a. J'ai aimé leur connexion, le truc de A$AP, toute la. La vibe, l'énergie est géniale, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis plus team Haute Future. Moi, je suis un baiser d'Haute Future. Ah ouais, ok. À moi, Haute Future, ils m'ont rendu fou dès la première seconde. La première fois que j'ai été jusqu'au Luxembourg. En 2012 ou 2013, je crois, avec Vincent Nao, avec Simon Dussos, on a roulé jusque-là pour aller les voir devant 600 personnes. J'ai raté ce train Haute Future. Ah, moi, je l'ai pris pas raté le train d'Internet. Mais c'est le même train. Oui, c'est eux. Quand ça s'est arrêté à un moment de futur. Oui. Ils sont venus en groupe. Non, mais The Internet était déjà. Steve Lacy, mais The Internet était déjà là au moment ils étaient déjà tous ensemble. Oui. Mais j'ai raté ce train de. Moi, j'étais DJ sur scène. Je suis pas un grand fan, moi, de Tyler, the Creator. T'es pas un grand fan? Non. J'ai déjà dit. J'ai déjà dit au podcast. Oui, mais parce que c'est comme on parlait d'Isus, tu vois. On parlait d'A$AP, tu vas pas te faire. Je vais me détendre en me mettant un peu de Tyler à la maison. Et encore, parce qu'il y a quand même des albums Igor, par exemple, tu peux l'écouter comme ça. Mais c'est un mec qui expérimente. En fait, c'est un mec qui a le mérite d'être dans un mouvement créatif permanent. C'est un génie créatif. Et le mec est producteur, c'est lui qui produit tout. Quand je dis producteur, je parle d'artistique. Le mec est compositeur, c'est un génie artistique. En fait, c'est un fou furieux, tu vois. Et Tyler, et en fait, moi, quand je me prends ces teams, donc The Internet, Earl Sweatshirt, Frank Ocean. D'ailleurs, il vient à la Rome. Qui ça? Earl Sweatshirt? Leven, ouais. De la salle de Romain. Je croyais que t'allais me dire que Frank Ocean vient. Non. Frank Ocean, Tyler, tu vois leur équipe, leur énergie, le côté punk, la manière dont ils arrivaient sur les plateaux avec des cagoules, des croix à l'envers, des gens en zombies. J'étais en mode, mais l'autre qui se pend dans son clip. Mais frère, qu'est-ce que c'est que ces gens, tu vois? C'est vraiment qu'est-ce que c'est que ces gens? Moi, tu me bouleverses, en fait, tu vois. Moi, franchement, au plus c'est standard, au plus je m'ennuie. Et c'est pour ça que le rap français est en train de m'ennuyer. Oui, non. Je suis content du renouveau. Non, mais Petite Sœur et l'autre, là, je mets son nom. Ah oui, FMTego. J'arrête pas à dire. Mais c'est exceptionnel. J'ai pas écouté. Mais c'est exceptionnel. C'est très angoissant d'écouter ça. Mais c'est exceptionnel, gros. Les beats sont différents. Moi, je fais play. J'entends ce truc, je fais ouais. Ah ouais. Il se passe un truc, tu vois. Ah ouais, gros. On veut ça, tu vois. Et moi, en tout cas, j'ai envie de découverte, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, il y a plein de trucs pour l'instant, je trouve. Moi, je les ai pris en rap français, par exemple. DC's me fait plaisir. Son deuxième album, je parle comme si c'était une nouvelle carrière. Ouais. Là, le nouvel album m'excite un peu moins, mais je trouve ça super fort, tu vois, ce qu'il fait. Kendrick, bon voilà, Kendrick pour moi, c'est le prophète. Non, de la musique, hein, entendez-moi bien. Hein. On s'entend. Tu vois, pour moi, c'est non, vous êtes des ouf. Non, dans le sens où la musique, pour moi, il est messaïque dans la musique, pour moi. Il est tellement important, tu vois. Kendrick, je suis... Et j'ai adoré leur clash, le clash avec Drake, j'ai surkiffé ça. J'aurais bien aimé qu'ils serrent la pince au Super Bowl, qu'ils arrivent à 2. C'est pas possible. J'aurais trop kiffé ça. Franchement. Mais le problème, c'est que Drake est trop détestable. Il incarne tout ce qu'on déteste, frérot. Quand l'autre lui a dit, c'est pas moi qui déteste, c'est la culture qui me déteste, il a raison. Il avait un peu. Mais non, mais c'est vrai, il incarne. En fait, là où c'est injuste, en fait, c'est que Drake
est probablement un des rappeurs les plus importants de l'histoire. Tu vois. Son album If You Need This est un des albums, pour moi, un des meilleurs albums de rap qu'on ait jamais fait. Tu vois, c'est sans doute le meilleur démarrage d'album. Les 6 premiers titres, tu peux. C'est trop. Ouais. Il a révolutionné le rap français indirectement parce que toute la scène rap français s'inspire après de cet album, que ce soit Nekfeu qui s'inspire de sa premier degré, que ce soit Jossman, tous ces mecs-là, en fait, le rap change grâce à cet album. Drake a changé le rap. Mais c'est une tête à claque, frérot. On n'a pas envie de lui. C'est un bourrin, en fait. C'est un gros bourrin qui va se faire de la liposuction pour avoir des abdos, qui parie des millions et qui le montre sur les réseaux. Ouais, c'est un kéké. C'est un kéké, en fait. Et c'est un tismé fragile de Toronto. On veut pas ce négro, en fait. Non, mais. C'est un fan de Drake, j'adore. Mais non, mais je suis fan aussi, gros. Mais non, mais gros, mais faut dire la vérité. Non, et Kendrick Lamar, c'est un jeune Renoir geek de Compton. Ça peut pas se taper. C'est même pas la même. En fait, la culture ne veut pas de toi à côté de lui, frérot. Non, c'est ça. Il a reçu les clés de la ville, frère. Non, c'est ça le truc. C'est la culture qui veut pas. La culture veut pas de toi, gros. Mais tu vois, ça qui est triste. Dans le sens où. Mais moi, j'aurais aimé que Kendrick son attitude, il a pas la. Mais Drake a pas la bonne attitude. Il a eu la mauvaise attitude. Il a une mauvaise attitude. De manière générale ou dans ce cadre-là? Règle générale. Ouais, il est parti mettre des avocats sur son dos aussi. Ce mec est insupportable, en fait. Il fait rien pour qu'on l'apprécie. Et je respecte ça. Hein. Il est entier, il est lui-même. Mais c'est un bourrin, frère. Mais ça, je le dis d'ailleurs. C'est un bourrin. Je dis, reste loin de lui, quoi. Regarde Jul, frère. Jul est devenu le numéro 1 de l'histoire du rap français. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ok ? Ouais. Le mec a vendu des disques, ça veut dire, je ne sais pas si un jour quelqu'un pourra rattraper son niveau de vente. Est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas Jul alors que c'est un kéké ? Non, tout le monde l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il est humble, parce qu'il est légitime, parce qu'il est vrai, en fait. Et il y a un truc qui est tellement authentique chez ce mec, qui est tellement sympathique, qui est tellement sincère, que tout le monde est valide Jul. Les bobos valident Jul, les mecs de la street valident Jul, tout le monde valide Jul, parce qu'en fait le mec dégage un truc où tu ne peux pas même pas l'apprécier. Oui, c'est ça. C'est insupportable. T'as rien contre lui, enfin, tu sais pas que tu l'aimes bien ou pas, mais t'as rien contre lui. Alors que normalement, quand tu vois ça dégaine, normalement personne écoute. Tu vois, tout le monde sera en mode, vas-y, dégage. Drake, c'est ça. C'est qu'en fait, il est insupportable. Ouais, mais c'est fou parce que après, quand t'écoutes les autres artistes. Super entier aussi dans sa musique, c'est ça qui est drôle. Qui s'appelle ouais. Oui. Pas dans son attitude. Tu vois ce que je dis ? Mais regarde l'attitude de ce gars. C'est quoi la. Oui, je sais pas, parce que par exemple, quand tu demandes aux artistes. Stade, non, frérot, tout son numéro. Il a pris un stade. Même, tu vois, même c'est des conneries, ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. T'as pas son langage, ça y a longtemps. Standing for the bottom, son langage verbal, son attitude. T'as envie de claquer, frérot. C'est très bien. Tu vois, non, moi je le vois pas comme ça. C'est parce que toi, tu t'es dit, ah, c'est un frère. Oui, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que, par exemple, quand tu demandes aux autres artistes, non, on comprend pas parce que Drake, on l'apprécie, il est cool. De lui humainement. Il supporte, force, etc. Tu vois ? Non, mais parce que c'est un gros artiste. Après, est-ce qu'il force ? Si tu avec toi, ça pète. Tu vas pas te le mettre à dos non plus. Non, mais il y a ce truc-là aussi de c'est pas de se mettre des artistes qui pètent à dos comme aujourd'hui avec le rap français et que personne ne peut se mettre à dos. Tout doucement, ça y est. Tout le monde est à dos de Booba. Au bout d'un moment. Non, ok, mais non. Non mais sincèrement, je vais te dire un truc. Drake m'a trop touché par de la musique pour que je puisse parler normal de lui. Mais non, je peux pas. Il a fait des trucs trop majeurs, tu vois, trop exceptionnels pour qu'on le critique comme ça. C'est ça que je trouve tellement injuste parce que je suis sûr qu'il y a l'injustice. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout le monde. Non, tout le monde décote la monnaie de sa pièce. Tu penses toi et puis ce truc aussi d'envoyer des jets privés dans le monde entier pour baiser les femmes du monde entier. Les gens, mais c'est mes frérots. Et une attitude un peu digne, frère. Mais non, gros, Karma is a bitch, frérot. Regarde un Tupac. Regarde Tupac, frérot. Mais c'est la vérité. Karma is a bitch, frérot. Tu vois, regarde Tupac. T'as déjà vu la lettre que Tupac a écrit à Madonna ? Ouais, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ouais, mais tu peux pas comparer. Mais tu peux pas comparer les deux. Mais c'est ça le problème. C'est ça. Okay. Il a acheté une bague de Tupac, frérot. Il fait que des trucs. Pour qu'on le frappe. Tu vois, il a fait de l'IA. Rends la bague, gros. Rends la bague. Le mec se retourne dans sa tombe. Qu'un clochard comme toi porte sa bague. Ouais. Il a pris. Donc il veut clasher. Il fait tout comme on le déteste. Et il voit une voix de Tupac pour dire tu m'as déçu. Mais qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, c'est un bourrin, frère. Tu es disqualifié tout seul. Et c'est dommage parce que sa musique est bien plus grande que lui. En fait, il est pas à la hauteur de sa musique. C'est ça son problème. Mais il est trop fort. Il a changé le rap, il a changé la pop culture. C'est un personnage essentiel. Mais l'humain est naze. C'est un naze. Oui, mais tu voudrais partir en week-end avec Drake ? Mec.
Ouais, bah parce que t'es fan. Non, je pense même pas que je vais partir en week-end avec Drake. Non, moi, je veux dire... On te dit, tu veux partir en week-end avec Kendrick Lamar, Ok. avec Drake ou avec Tyler, The Creator. Il y a un budget ou pas de budget? Il y a rien. C'est Ah, il y a pas de humainement, budget. tu pars avec humainement. eux. Tu vas échanger avec eux humainement. Ouais, Qui tu mets en dernier, frérot? Moi, le dernier qui je pars, c'est Drake. T'as dit quoi Tyler. Ouais. Kendrick. Kendrick, Tyler, Drake. Posez la Drake. question, hein. Zéro budget. Ouais. Ouais, non, parce que tu peux passer 3 jours avec eux. Ouais, mais parce que si... Tu peux passer 3 jours avec eux à discuter. Ici. Ah, ici, ouais, Voilà. non, ok, ouais, c'est bon. Tu mets Non, qui c'est en bon. dernier? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui. Mais moi, je m'en fous. Moi, niveau musique, par exemple... Direct. Oui. Tyler en deuxième. Tyler en deuxième. Voilà. Toi, t'as mis Drake. Ah, en dernier. Bah, mais même pour le personnage, gros. Non, tu vois, tout ça. Non, ok, Pas grave. discussion, etc., oui. Mais je veux dire, artistiquement parlant... La culture, frérot. Non, imagine... Ok, je repose... Je sais même pas que ça m'intéresserait. Intéressant parce que c'est une bonne question. Mais je suis même pas sûr Non. qu'il est intéressant, ce gars, gros. Moi, je repose... Écoute, je sais pas non plus. Mais par Pas contre... sûr. Ok, je repose la question. Imagine, tu prends... T'es en train de faire la grande bouche, pardon, Tu frérot. prends tous les autres albums, tous les albums des 3, ok, et tu les enlèves un à un de l'histoire. Drake a fait trop de mauvais albums. Oui. Il y a des mauvais albums de Drake, frère. Il y en a plus d'un. Hein. Tous ces derniers Ouais, albums. mais il en a fait sont beaucoup mauvais. plus. Il en a fait beaucoup plus. Ouais, mais alors, Mais oui, mais frère, mais il y a beaucoup de. Donc du coup, il y a tu risques beaucoup d'avoir de beaucoup mauvais plus de albums. ratés. Oui, mais t'as. mais non, ouh là là ça, c'est là pas- là 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 là. Quand il n'y a pas Oula, beaucoup. Des albums. Toi, tu trouves qu'il y a beaucoup de mauvais albums de Drake. Mais Ça, moi, Bon, moi, dans les deux derniers, par exemple, à part oui, celui-là avec 21, Fate Lover, il est nul, ouais. Bon, enfin, moi, j'aime pas. moi, pour moi, les 3-4 derniers albums, j'ai même pas pu écouter. C'est inaudible. Nul, ouais. C'est non, inaudible, frère. c'est possible. C'est inaudible, gros. C'est parce que j'avais oublié tout ça. oui. Frérot, il y a au moins. c'est vrai. Ces 4 derniers albums sont pourris, frère. C'est vrai. Excuse-moi, mais. Ok, c'est bon, pas- c'est- prends les... Ça va être chaud. Prends les top 3 de chaque... de Kendrick et Drake. Les top 3. Ouais. Ça se tape complètement. Ça se tape complètement, mais imagine si maintenant, tu dois les effacer de l'histoire. Ouais. Lequel des deux ferait le plus mal? Mais sérieusement, Kendrick. Bah oui. 1000 fois, quoi. Ah! Parce que, oui, Je trouve que Kendrick, ça se Moi, ça me ferait plus mal tu m'enlèves To Pimp, tu m'enlèves To Pimp a Butterfly, Butterfly, tu ouais. m'enlèves Dame, tu m'enlèves. top 3. Et le troisième, dernier, Je dis, alors après, je sais que je vais pas être compris là-dessus, mais moi, je me Kid suis Mad pris. City? Non. Je devrais dire celui-là, mais moi, je me suis vraiment pris Mister Moral, moi. J'ai adoré Mister Moral, ouais. Moi, je trouve qu'il J'ai force. chialé sur Mister Moral. Ouais, force. Eh ben, frérot, moi, j'ai pleuré sur Mister Ouais, Moral. c'est drôle parce que J'ai eu les larmes aux yeux sur 2-3 titres, quoi. c'est vrai. Ouais. Moi, pour moi, Good. Mais bon, après, je suis un ayatollah de Kendrick Lamar. Oui, mais... Pour moi, c'est le plus grand rappeur de tous les temps. Oh. Ouais, ouais. On devrait arrêter là-dessus. Ouais. On devrait arrêter là-dessus. On avait fait en plus un. De très loin. une émission par- Dans tout ce que ça incarne, hein, Ouais. le flow, l'écriture, la légitimité culturelle, l'impact sur la société, l'impact sur sa communauté. Ouais, C'est ça un rappeur. Hein. ok. La manière dont il peut changer des générations, etc. Beaucoup. Pour moi, c'est le plus grand. De très loin. Après, ouais. Pas mal ça. Scéniquement. J'ai vu toutes ces tournées, moi. ouais, ouais. Vous l'avez déjà vu en live? Ouais, On a ouais. vu, T'as vu quelle tournée? J'ai été le voir à la dernière tournée qu'il a fait maintenant, Ouais. à Anvers. Donc t'as vu Mister Moral alors? J'ai vu Avec Mr. le Moral. truc en métal. Ouais, ouais, ouais. exceptionnel. C'est exceptionnel. Avec son neveu qui faisait la première partie. Après, ma femme va, ouais. Je suis resté assis pendant tout le concert. Moi aussi. Quand je suis dans des concerts comme ça où je dois être concentré, je reste C'est assis. l'art, quoi, c'est- Ah, t'es resté assis parce que tu t'ennuyais? Mais je trouvais, T'analysais. non, en fait, comment dire, je savais pas comprendre le truc. Je crois que le truc était trop gros pour moi. C'est énorme, hein. Donc je crois que Ouais. je suis pas, Coaché. C'était avec sa ceinture de cow-boy ouais, et tout ça, là. Ouais. je ne fais pas justice à ce qu'il a essayé de proposer. Genre, c'était trop pour moi. Ok. Ah ouais, ouais, Je peux l'entendre. Honnête. Franchement, je peux l'entendre. Moi, en fait, comme j'ai vu l'évolution de tournée en tournée, parce que j'ai vraiment vu toutes ces tournées, Ouais. je comprends le film. Mais je peux comprendre que tu arrives là, tu puisses. Ouais, je peux l'entendre. Mais moi, Il y a un moi, fil conducteur pendant ce Sur les- concert ou pas forcément? non. Ok. Ah, dans le Pendant concert, le live, oui, oui, oui. Chaque live, il y a un tout Ah un. ouais, il y a tout un concept et tout. Tous les lives que t'arrêtes, Et que t'as il tient vu de lui, Et c'est. par contre, c'est le seul rappeur encore actuel. Frérot, il te fait ses couplets de A à Z. Ouais, sans. Rien, sans rien. Oh, c'est Il insupportable. te découpe le bail. Mm. C'est monstrueux. Donc pour moi, ouais, pour tout ça, Oh, c'est intéressant. c'est le patron, tu C'est vois. le beau mot de la fin, ça. Ouais, c'est le beau mot de la fin. Mais je dirais quand même, Drake a fait Toronto. Voilà. J'ai l'impression qu'on a parlé de rien du tout. On a parlé de. Comment ça? Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que Ah, c'était ok. complètement flou. Mais c'est bien. Mais c'est J'ai l'impression que c'était complètement. C'est ça le living room. Vas-y. Ouais, c'est vrai qu'on est parti dans tous les sens et on a un peu. Ouais. Mais, bah, c'est bien.
C'est une discussion de salon. Ça, c'est vous qui le savez. Non, t'inquiète. T'inquiète pas. Bah, c'est à toi de revoir l'épisode et puis tu fais ouais les gars on a déconné. Ou soit tu peux nous dire. De toute façon, ça sort comme Moi, ça. ce qui est important, c'est la qualité du moment. J'aime passer un très bon moment. Voilà. C'était très gai de discuter de tout ça. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir, mon frérot. Ce qui était cool, c'est que j'ai capté pas mal de trucs, même au début, tu vois, par rapport au business. Ça, c'était cool. Ouais, j'ai pas pu aller très en profondeur, mais je pense que le business, c'est ouais, c'était vraiment capter l'essence de. Et puis c'est ma perspective, hein, ça pourra peut-être heurter certains, mais voilà, ça mérite d'être la mienne que je dis sincèrement. Ouais, c'est bien de voir quelqu'un qui comprend la musique différemment aussi. Enfin, différemment peut-être pas, mais peut-être plus profondément. Ma perspective, quoi. Ouais, voilà, exact. Donc ouais, ça c'était cool. Je défends rien d'autre que ma perspective. Bah, écoute, c'est tout ce que tu dois faire. Bah voilà. Il faut pas avoir la prétention d'aller plus loin que ça. Quand même. Ouais. Cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci les refs. Et il faudra revenir surtout. Maintenant, tu connais le chemin. On voulait le chemin. Ah bah, faut pas me le dire. Je serai là toutes les semaines, je vais un chronique qui arrive. Oui, voilà, exactement. Ah bah oui. Faut pas me dire ça 10 fois. Hein. C'est de la merde ce qui se passe cette semaine. Faut bien préciser qu'il y en a un qui habite à Kigali. Ah ouais, je suis. Ouais, on va faire un épisode là-bas. Tu sais que je devais partir normalement en février, puis finalement je pars pas. Je vais faire l'épisode là-bas. Ouais, j'ai trop de trucs à faire ici. C'est trop. Ça fait 1 an que je reporte. Mais il y a plein de trucs à faire là-bas aussi. Hein. Les artistes là-bas, c'est. Bon, crois-moi, je sais. Ils sont en demande. Hein. Crois-moi, je sais. Je suis très concentré, frérot. L'Afrique, de toute façon, est l'avenir de la musique mondiale. Ah, ça, c'est clair. C'est déjà, de toute façon, le centre de la musique mondiale. Avec la Corée. Ouais, mais maintenant, c'est vrai que oui. Ouais, l'attention maintenant qu'il y a sur le continent, là, c'est chaud, quoi. C'est que le début. Ouais. Et avec le streaming qui va augmenter là-bas, tout va changer. Il faut être concentré. Il faut être concentré. Et l'Europe est en perdition, donc c'est plus ici que ça va se passer. Et vu ce que Trump est en train de nous faire, il est en train de nous faire ça, là. Bientôt, je sais pas ce qui va se passer ici, mais il faudra être parti bientôt. C'est bien. Tu es en train d'acheter ton ticket pour un deuxième épisode, là, c'est bien. Ah bah, c'est très bien ça. On va partir loin. Vous voulez les frères, moi. C'est tout. Bah, du coup, merci. Je sais pas si tu vas voir le mot de la fin. Suivez la page Rap Flaming Room. Regardez les épisodes. Top. Il y a beaucoup d'épisodes différents, c'est des rubriques. Et il y a 2 épisodes qui arrivent et le 3e c'est avec Mike Tosh. Merci. Yes. Les gars, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. The next.